L'eau, c'est fou quand on y pense, non? D'un côté, c'est l'élément le plus sacré, la source de toute vie sur Terre. Et de l'autre, c'est une ressource qui devient si rare qu'elle provoque des crises et même des conflits. C'est ce double visage, à la fois source de vie et source de tension, qu'on va explorer ensemble. Pour commencer, regardons ce côté presque spirituel. Prenez le Gange, en Inde. Pour 400 millions de personnes, ce n'est pas juste une rivière, pas juste de l'H2O. Non, c'est Mahaganga, la mer Ganga. Un fleuve divin qui purifie les péchés. Un lieu où la vie et la mort se côtoient. C'est dire la connexion incroyable, profonde, que l'humanité peut avoir avec l'eau. Bon, accrochez-vous. On passe du sacré à la statistique la plus brute. Ce chiffre, 500 mètres cubes. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est le seuil officiel de la pénurie d'eau absolue par personne et par an. Et le truc, c'est que d'ici 2030, donc demain en fait, toute la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord va passer sous ce seuil critique. La réalité, elle, est beaucoup moins poétique. On pourrait penser que le manque d'eau, c'est simplement parce qu'il ne pleut pas assez. Mais en fait, c'est bien plus compliqué. C'est avant tout une crise de gouvernance. Une véritable faillite de la gestion, un manque de confiance et des infrastructures défaillantes. Et la situation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en est l'exemple le plus criant. Et ça nous amène à la question centrale, la question qui fâche. Mais pourquoi? Comment ça se fait que les institutions n'arrivent pas à garantir un service aussi essentiel que l'accès à l'eau? La réponse, vous vous en doutez, n'est pas simple. Elle révèle des problèmes qui sont vraiment ancrés au plus profond du système. Alors pourquoi ça coince? Imaginez un peu le casse-tête. D'un côté, plusieurs ministères se font la guerre pour savoir qui contrôle l'eau. Pour l'agriculture, qui boit la quasi-totalité de l'eau, on préfère investir dans des technologies coûteuses plutôt que de réformer les politiques. Ajoutez à ça des lois complexes, une réglementation quasi inexistante, bref, un vrai sac de nœuds qui paralyse tout. Et la conséquence concrète de tout ça, elle est juste ahurissante. C'est ce qu'on appelle l'eau non facturée. En gros, dans de nombreuses régions, plus de 30% de l'eau qui est traitée et pompée se perd en route. Fuites, branchements illégaux, etc. Elle n'arrive jamais au robinet, elle n'est jamais payée. Imaginez, un tiers de la production qui part en fumée. C'est un gaspillage colossal. Et là, on touche au cœur du problème, le dilemme politique. Pour réparer les fuites, il faut de l'argent. Il faudrait donc augmenter le prix de l'eau. Mais ça, politiquement, c'est une bombe. Alors, pour éviter la colère de la rue, les gouvernements repoussent sans cesse les réformes et préfèrent construire de nouvelles infrastructures hors de prix. C'est un cercle vicieux, insoutenable. Maintenant, on monte d'un cran. Parce que quand la mauvaise gestion devient critique, elle ne reste pas locale. Elle peut carrément dégénérer en conflit international. On parle de guerre de l'eau. Et l'exemple le plus tendu en ce moment, le point chaud géopolitique par excellence, c'est le Nil et le fameux barrage éthiopien. Ce barrage, c'est vraiment l'histoire de deux visions irréconciliables. D'un côté, pour l'Éthiopie, c'est une promesse de développement, la clé pour avoir de l'électricité et sortir des millions de gens de la pauvreté. De l'autre, pour l'Égypte, c'est un cauchemar. Il faut savoir que le pays dépend à 97% du Nil pour sa survie. Pour eux, ce barrage est une menace existentielle, pure et simple. Le même fleuve, deux destins qui s'affrontent. Et l'angoisse de l'Égypte n'est pas abstraite. Les projections sont très concrètes. On parle de plus d'1 million d'emplois perdus, 15% de terres agricoles en moins et une facture d'importation alimentaire qui pourrait doubler. L'impact économique et social serait absolument dévastateur. Cette phrase du ministre égyptien de l'eau résume tout. Quand un officiel de ce niveau utilise le mot catastrophique, ce n'est pas anodin. On sent bien l'urgence, la sensation d'un péril national imminent. D'accord, le tableau est plutôt sombre. Mais alors, comment on s'en sort? Il existe une voie basée sur une double approche. D'un côté, ce qu'on pourrait appeler le software, les innovations sociales et politiques. Et de l'autre, le hardware, les avancées technologiques. Commençons par le software, qui est peut-être le plus crucial. On peut avoir la meilleure technologie du monde, mais si les gens n'ont pas confiance en ceux qui gèrent l'eau, ça ne marchera jamais. L'essentiel, c'est de reconstruire ce contrat social, de recréer un lien de confiance grâce à la transparence et à la communication. C'est la base de tout. Et un exemple brillant de ça, c'est la ville du Cap. En 2018, elle a frôlé le jour zéro, le jour où il n'y aurait plus d'eau au robinet. Leur solution ? Une transparence radicale. Ils ont créé un tableau de bord public montrant en temps réel le niveau des réserves. Et ça a tout changé. Les gens ont compris l'urgence et la consommation a chuté de façon spectaculaire. Ils ont évité le pire, juste grâce à la confiance. Ok, passons maintenant au hardware, à la technologie. Et là, pour les régions côtières, la solution qui vient à l'esprit, c'est le dessalement. Le principe est simple, on prend de l'eau de mer et on la transforme en eau douce. La technique la plus courante, l'osmose inverse, c'est un peu comme un filtre à café ultra perfectionné qui ne laisserait passer que les molécules d'eau en bloquant le sel.
Le gros point noir du dessalement, ça a toujours été sa consommation d'énergie. Mais là aussi, la technologie a fait des progrès de géant. Aujourd'hui, grâce à des systèmes qui récupèrent l'énergie, on peut réduire la consommation de 60%. Ça change complètement la donne et ça rend le procédé beaucoup plus durable et abordable. Et l'avenir est encore plus prometteur. Imaginez des usines de dessalement entièrement alimentées par des panneaux solaires ou des éoliennes. Imaginez une intelligence artificielle qui optimise la maintenance pour réduire les coûts. Tout ça va rendre cette technologie encore plus accessible et plus verte. Pour conclure, tout ceci nous ramène à une idée centrale. L'eau a l'air d'être une ressource locale, mais ses implications sont mondiales. La gestion d'un fleuve en Éthiopie a des conséquences directes en Égypte. On est tous connectés par cette goutte d'eau partagée. S'il y a une chose à retenir, c'est bien celle-là. Il n'y a pas de solution miracle. La technologie, aussi puissante soit-elle, ne peut pas résoudre seule les problèmes de confiance, de gouvernance ou les tensions géopolitiques. La seule solution est globale. Elle doit mélanger l'innovation, la bonne gestion, la diplomatie et, par-dessus tout, une véritable action collective. On se quitte donc sur cette question. Face à la pression qui s'accentue sur cette ressource vitale, quelle voie allons-nous choisir? Celle de la division et du conflit, ou est-ce que cette crise va au contraire nous forcer à collaborer et à innover comme jamais auparavant? L'avenir de l'eau, et peut-être un peu le nôtre aussi, dépend de la réponse. Appuyez sur le bouton s'abonner.